Dans cette vidéo, pour bien entamer 2022, je réponds à toutes vos questions. On va parler perte de poids, on va parler remise en forme, on va parler sport, abdos, on va parler aussi d'hypothyroïdie et de comment soigner son corps. Et pour finir, je parlerai également de mon plus grand apprentissage de 2021 et de mes projets 2022. On est parti pour une longue vidéo ensemble et il y a plein de choses très intéressantes. Denis me dit « Bonjour Jack, tout d'abord merci bien pour toutes ces vidéos qui me régalent et m'apprennent beaucoup de choses tout au long de l'année. Vous êtes une équipe formidable et j'espère que vous allez continuer à grandir. » Merci beaucoup Denis, ça fait hyper plaisir. J'ai une petite question, je mesure 1m76, 76. Pour 68 kg, je fais du crossfit 5 fois par semaine. Penses-tu que l'on puisse prendre du muscle à 53 ans? Merci d'avance pour ton retour. Oui, tu peux prendre du muscle à 53 ans. Par contre, c'est plus difficile que si tu étais plus jeune, on le sait, c'est factuel, parce que ta récupération est moins grande, parce qu'au niveau hormonal, c'est moins facile, etc. Avec 5 séances de CrossFit, si tu te contentes de faire 5 WOD, tu vas améliorer ton fitness. Tu vas être en meilleure condition physique, tu vas être plus mobile, plus souple, plus fort, plus endurant, plus résistant, plus puissant, etc. etc. Mais est-ce que tu vas spécifiquement prendre de la masse musculaire? Honnêtement, c'est assez peu probable en fait. Dans ton cas et dans à peu près tous les cas, sauf pour les débutants complets, on va devoir avoir un programme spécifique de prise de masse musculaire. Ça ne veut pas dire bouffer tout et n'importe quoi toute la journée et ajouter plein de calories, pas du tout. Je parle de l'entraînement. Il va falloir stimuler les muscles d'une façon particulière. Je crois que j'ai dit stimuler, c'était un peu bizarre, stimuler les muscles d'une façon spécifique pour obtenir une réponse de ce côté-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux d'une part ajouter 1 à 2 séances vraiment musculaires, peut-être à la place d'un WOD par semaine, voir comment tu réagis. Optimiser ton sommeil, qui est une des clés pour prendre de la masse musculaire, et optimiser l'absorption de tes protéines, qui est aussi une des clés pour la prise de masse musculaire. J'ai fait un programme là-dessus qui s'appelle Volume. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu qu'il fallait trouver une solution pour prendre de la masse musculaire en CrossFit. En général, on a tendance à faire de la masse musculaire en muscu, devenir moins bon en CrossFit, ou faire du CrossFit SP et avoir du mal à prendre de la masse musculaire, en tout cas à partir d'un certain âge, et ou si on fait que 1 heure de WOD quelques fois par semaine. On est d'accord qu'on voit plein de gens prendre de la masse comme des fous parce qu'ils font des progrès où il y a plein de renforts, plein de muscu et qu'ils ont aussi peut-être les hormones, l'âge, etc. qui jouent en leur faveur. Mais donc pour monsieur et madame tout le monde, je vais dire, et je me mets dans ce cas, si je faisais que un WOD par jour, 3, 4, 5 fois par semaine, je pense que j'aurais du mal aussi à prendre de la masse musculaire avec mon gabarit et ma façon d'être et de m'entraîner. Donc, un peu de spécifique. Si tu veux des infos sur volume, tu me les demandes, je te les donnerai avec plaisir. Mais je commencerai par là et comme j'ai dit, optimiser le sommeil et l'apport en protéines. Mais oui, prendre de la masse musculaire à 53 ans, c'est possible. K Pacifique me dit « Bonjour Jack, merci pour toutes ces vidéos très enrichissantes, les unes que les autres, j'imagine plus. J'ai une question sur le sport et les glucides. Quand est-ce qu'il est préférable de faire du sport après avoir entamé les glucides? Faire du sport juste après manger tout de suite ou attendre la digestion 2-3 heures après? Merci infiniment pour ta réponse. » J'ai déjà répondu à ça en détail dans une vidéo, donc on va la linker dans la description. Mais en résumé, l'idée c'est que plus tu vas manger des index glycémiques élevés, plus il faut les manger proches de l'entraînement. Attention, toujours avec une haute digestibilité. Je te donne un exemple. Moi, j'adore manger par exemple un smoothie pour le moment, je fais ça, j'adore avec flocons de sarrasin, lait d'amande, banane et parfois 1 ou 2 fruits rouges congelés. Ça me donne plein de bonne énergie, je le digère super bien, je trouve ça vraiment délicieux, c'est liquide, ça passe trop bien. Ça a un index glycémique assez élevé et une bonne charge glycémique. Donc, je vais le manger assez proche de l'entraînement. Alors, pas 5 minutes avant d'aller faire des burpees, mais si je sais que je vais commencer par un bon warm-up, un renfort et tout, eh bien, je vais pouvoir manger ça même 5 minutes avant d'aller faire mon entraînement. Si je commence par un entraînement où je vais faire des sprints et des burpees, alors là, clairement, je vais manger encore plus léger, encore plus digeste et peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant, évidemment. Si maintenant, je vais avoir une longue séance, je pense par exemple au basket dans mon cas, on fait des entraînements qui durent parfois 2 heures et là, recharger au milieu, c'est difficile, à part avec une boisson de l'effort ou parfois ce que je fais, c'est que je croque une demi-orange, donc comme ça des petits quartiers parce que ça me donne un petit coup de fouet, et bien c'est difficile de recharger en énergie. Alors ce que je vais faire, c'est que là, je vais manger un peu plus de glucides, un peu plus loin avant l'entraînement, pas
2-3 heures, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si je mange 2-3 heures avant mes glucides, en fait, je vais cracher. Je vais vraiment avoir cette montée énergétique et puis cette descente. Et alors, pour repartir à l'entraînement, là, c'est carrément l'enfer. Mais on va être plutôt sur une demi-heure, 45 minutes, parfois maximum 1 heure, mais ça s'arrête là. Et là, je vais peut-être me tourner vers des petites crêpes que je fais à la maison avec farine de riz, lait d'amande, œufs et une banane écrasée pour donner du goût. Ou je vais simplement manger un petit peu plus de glucides. Parfois aussi, je vais manger un petit peu de patates douces refroidies, mais ça alors je les mange un peu plus longtemps parce que c'est un index glycémique plus bas. Donc, digestibilité plus haute, index glycémique plus haut, plus proche de l'entraînement. Digestibilité plus basse et index glycémique plus bas, plus loin de l'entraînement. À toi de voir aussi en fonction de l'intensité que tu veux faire, en fonction de comment tu dois avoir digéré, et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Et va voir la vidéo, je vais beaucoup plus loin en détail là-dessus. Ben Fortin me demande, je voulais savoir ce que tu penses de consommer de l'avoine biologique de façon régulière. Eh bien, l'avoine biologique, c'est certainement mieux que l'avoine pas bio, on est bien d'accord. Idéalement, prends une variété sans gluten. Si tu en trouves une, ça reste meilleur. Mais de manière générale, je suis plutôt contre la consommation d'avoine quotidienne. Pourquoi pas de temps en temps, on est mieux qu'avec un blé industriel dramatique pour la santé, mais de manière générale, on va avoir quand même ce processus de protéines inflammatoires qui vont entraver l'imperméabilité intestinale, etc. Donc, je te conseillerais plutôt de remplacer l'avoine par des flocons de sarrasin, ça fonctionne très bien et c'est beaucoup moins inflammatoire, ou alors simplement par d'autres sources de glucides moins inflammatoires, comme les fruits, comme la patate douce par exemple cuite et refroidie, éventuellement un petit peu de riz basmati, mais j'ai une préférence pour les premières sources que je viens de te citer. Alia me dit super Jack, merci pour tout ce que tu nous donnes comme entraînement et information. J'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas à faire les pull-ups alors que ça fait 1 an que j'aimerais. Thank you so much. En général, on va se rendre compte que le problème à faire les pull-ups, c'est avant tout 2 gros problèmes. Je parle bien de pull-ups stricts. Ça va être un problème de grippe, parce qu'on ne va pas avoir la force nécessaire pour se mettre en tension au bon endroit. Et puis, bien entendu, un manque de force en rapport poids-force. Donc, il faut soit perdre du poids ou prendre de la force, et bien souvent un peu les deux. Pour prendre de la force, tu vas avoir plusieurs techniques. Les tractions strictes pied au sol, tu vas avoir les tractions strictes avec l'élastique, tu vas avoir le négatif, l'isométrique, etc., etc. J'ai fait tout un travail sur les tractions strictes dans 2 vidéos. Je vais te les mettre dans la description. Il y a une première qui est très vieille mais qui fonctionne toujours très bien et l'autre qui est plus récent où je donne aussi d'autres techniques. Je t'invite vraiment à aller les voir et au niveau de la fréquence, l'idéal en fait, ça va être de bosser 2 fois par semaine, pas plus. Par exemple, tous les lundis et tous les jeudis ou tous les lundis et tous les vendredis. Le but, c'est de laisser 2 à 3 jours de repos et comme ça, ce jour-là, tu peux vraiment bien bosser. En plus de ça, une séance de grippe par semaine et je pense que tu vas pouvoir voir des résultats totalement différents. Commence par là et dis-moi en commentaire comment tu évolues. Si tu as besoin de plus d'aide, eh bien je ferai un maximum pour t'aider. Guillaume, Dieu vous le dit, me demande, as-tu un WOD fétiche? Et je vais être tout à fait honnête, j'ai vu la question il y a quelques jours et j'ai réfléchi et je me suis rendu compte en fait que non. Par contre, j'ai des formats que j'aime bien. En fait, ça va vraiment dépendre de mon énergie du jour. Ça veut dire que si je veux faire un truc où j'ai vraiment envie de me tabasser, rien de tel qu'un intervalle training. Par exemple, je vais faire 30 mètres de sled et puis 10 calories à l'assaut bike le plus vite possible, 30 secondes ou 1 minute de repos et je vais faire ça 2 ou 3 fois. Et ça va me tuer complètement. Quand je veux vraiment défouler à bon coup, ça va être génial. Quand je veux faire des choses un peu plus techniques, un peu moins rapides aussi, c'est vrai, eh bien, je vais choisir des mouvements plus techniques. Je vais faire du snatch, j'aime bien les bar muscle up, voilà, j'aime bien faire des choses un peu plus techniques de temps en temps. Et puis, j'ai un 3e type de workout que j'aime bien. Ça va être les workouts plus musculaires, où là, je vais vraiment faire du renforcement sous intensité. Et donc, je pourrais par exemple faire 10 secondes de L-sit, 5 calories au ski erg, 5 tractions strictes et 10 pompages avec les mains sur les haltères. Tu vois, je viens de t'inventer un truc ici, mais ça me parle bien ce genre de petit renfort. Donc voilà, moi j'ai vraiment ces 3 trucs-là. Et puis une fois de temps en temps, je fais juste un cardio parce que je trouve ça relaxant, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Est-ce que j'ai un WOD fétiche? Quand je pense à ça, il y en a un qui me fait toujours très peur, c'est Fran, 21-15-9 thruster pull-up. Ça me fait toujours très peur. J'ai des très mauvais souvenirs du, si je me souviens bien, 19.5 où il y avait 1 million de chest to bar et 1 million de thrusters. C'était horrible.
Et puis sinon, moi j'aime bien le folklore autour des WOD. J'aime bien les faire aux open avec plein de gens. J'aime bien te faire des team WOD. J'aime bien te faire Murph une fois ou deux par an avec des groupes, tu vois. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien aussi, le côté fun. Je retrouve un peu l'esprit d'équipe du basket et tout ça, tu vois. Donc c'est assez cool. Et d'ailleurs, pour être honnête, j'ai pas de niveau, c'est pas ça la question, mais j'envisage un jour de faire quelques compétitions en équipe pour retrouver ce truc-là, peut-être quand j'aurai arrêté le basket ou voilà, je sais pas, mais pour le délire, ça me parlerait bien parce que cet esprit de camaraderie, comme on dit, j'aime vraiment beaucoup ça. Soumaya me demande, quelle technique pourrait débloquer un poids qui stagne depuis plusieurs mois, s'il vous plaît? J'ai perdu plusieurs kilos suite à un rééquilibrage alimentaire, mais mon poids ne diminue plus depuis plusieurs mois. Bonne année à vous et bonne continuation. Soumaya, l'idée maintenant, c'est que si tu as déjà perdu du poids grâce à un rééquilibrage alimentaire, il va falloir aller un peu dans les détails. Il va falloir voir dans ta journée là où ça coince. Bien souvent, je me suis rendu compte qu'il y avait deux facteurs qui coinçaient après un rééquilibrage alimentaire. Soit on a tendance à manger des repas qui créent des pics d'insuline trop réguliers et qui du coup nous font up, down, des crashs qui coûtent très cher en termes d'énergie des systèmes nerveux et qu'on va surcompenser un peu par l'alimentation. Même si on ne mange pas beaucoup, je vais te donner un exemple. Il y a une époque où moi, j'avais fait un régime un peu sans graisse, tu vois, parce que j'étais vraiment enfant, j'étais jeune ado, tu vois, et je pensais que c'était le bon plan. Et ce que j'ai fait, c'est que je me rappelle par exemple de repas où je mangeais un yaourt 0% aux fruits avec un Coca Light. Et clairement, j'étais dépendant de ce goût sucré tout le temps. Tout le temps. C'était un truc de fou. À chaque repas, il me fallait un goût sucré, quel qu'il soit. Et ça, oui, on peut perdre du poids un temps, mais après, c'est assez dramatique, autant pour la perte de poids qui peut stagner, mais aussi pour la santé. Donc la toute première chose, ce serait de regarder en termes d'impact sur la glycémie de ce que tu manges et de voir si tu peux chipoter dessus. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir tendance à surcompenser un peu des manques. L'exemple le plus fréquent, c'est les gens qui arrêtent le sucre et qui commencent à manger les amandes et les noix de cajou et tout ça de manière hyper compulsive, quoi. Comme on mangerait des M&M's quand moi j'étais en mode compulsif. Ça, il faut faire attention aussi parce que ça peut complètement bloquer la perte de poids. Après, ce que je t'invite à faire, c'est aller voir ma vidéo sur les 3 techniques qui ont 100% de résultats en perte de poids. Je te la mettrai dans la description. Ça va vraiment t'aider et je te jure, j'ai débloqué 100% des gens qui l'ont suivi de A à Z. Les gens qui l'ont vraiment fait pendant 15 jours ont tous perdu du poids, c'est un truc de fou. Et si ça coince encore, alors je t'invite à rejoindre mon programme Propulsion parce qu'en fait, dans ce programme, je vais pouvoir te guider pas à pas grâce aux visioconférences qu'il y a tout le temps. Donc, prends tes infos dans la description pour la vidéo d'abord, mets des choses en place. Si tu vois que ça marche, c'est top. Et si tu vois que tu as besoin d'aide, eh bien, viens dans Propulsion, on sera là pour toi. Frédéric Legrain me dit « Bonne année à la team. Question, qui sont tes experts scientifiques de référence en matière de nutrition, physiologie, naturopathie, etc. etc. » Écoute, je vais être tout à fait honnête, Frédéric, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question parce que ça fait 12 ans que je suis coach. J'ai commencé par beaucoup de formations, plutôt dans des organismes privés, d'abord dans la société dans laquelle je travaillais et puis avec CrossFit, avec StrongFit, etc. etc. Et j'ai énormément lu de livres et regardé beaucoup de vidéos, YouTube, tutoriels, formations en ligne, etc. etc. Et en fait, la manière dont moi j'ai appris, c'est beaucoup par cette idée d'absorber quelque chose de quelqu'un d'autre, de le tester sur le terrain et puis de tirer des conclusions. Et souvent, l'avantage, c'est qu'après autant de temps, eh bien, j'ai pu faire des liens. Quand tu as pu faire une formation personal training avec cette approche fonctionnelle, 3 dimensions, etc., qui était très à la mode et qui l'est toujours un petit peu, même si c'est un peu moins, et que je fais des liens avec le CrossFit, puis je fais des liens avec StrongFit, puis je fais des liens avec la musculation, etc., avec aussi toute l'approche hypopressive de Gasquet, etc. Toutes ces choses que j'ai pu apprendre au fur et à mesure, en fait, le but, c'est de les mettre sur le terrain et de voir ce qui fonctionne le mieux pour aider les gens qui veulent de l'aide. Que ce soit de manière très spécifique, par exemple dans un programme sur les toast to bar, tu vois, c'est un truc super spécifique, ou sur un programme pour améliorer la santé de l'intestin pour les gens qui ont l'intestin perméable, etc., comme moi, ça peut être le cas, ou sur quelque chose de beaucoup plus vaste, comme améliorer le fitness des gens dans ma box, par exemple, tu vois. Et donc, je vais toujours faire ces liens-là, tester des nouvelles choses et puis pouvoir tirer des conclusions. C'est vraiment comme ça toujours que j'ai appris. Alors, qui est-ce que je vais te donner comme personne de référence ?
je ne peux pas t'en citer l'une ou l'autre. J'ai des gens qui m'ont inspiré, que ce soit en termes d'état d'esprit, de façon de faire, de façon de voir la vie. Et puis, j'ai toujours pris ces choses-là à droite et à gauche. Et puis, j'en ai fait mon propre savoir. C'est la différence entre l'information et le savoir. Il y a une époque où je parlais beaucoup d'information. Exemple, je lis un livre, j'ai des données et je les retranscris dans une vidéo. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé d'en faire du savoir. Je lis un livre, je teste les choses, je les applique sur le terrain, je tire mes propres conclusions et puis j'en parle en coaching ou en vidéo. Et ça a vraiment une différence radicale. Alors, les grands livres qui m'ont inspiré, au tout début en nutrition, très sincèrement, je me rappelle toujours avoir lu simplement Paléonutrition et la physiologie de la nutrition, si je me rappelle bien de ce nom-là, qui ont été vraiment les deux choses qui m'ont éveillé à ça. Paléonutrition pour le côté proche de l'être humain et physiologie pour le côté vraiment scientifique, comprendre les fonctionnements. Ça a été les deux premiers et à partir de là, j'ai cherché, je suis un peu parti dans tous les sens, notamment pour régler mon problème de l'intestin irritable ou moi ce que je pense surtout d'une perméabilité intestinale qui était très forte. Et là-dessus aussi, j'ai lu énormément, j'ai cherché beaucoup d'informations en ligne et je suis arrivé à des méthodes qui fonctionnent très bien, très bien, au fur et à mesure de pratiques, tests, essais, erreurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et j'ai fait pareil pour la musculation, j'ai fait pareil pour le coaching, pour le mouvement, pour la gestion, le développement d'une vidéo, pour tout ça. J'ai toujours fait pareil. Des formations, des livres, des vidéos, des discussions avec des experts, reprendre, tester et mettre sur le terrain. Et comme toujours, vous demander du feedback. Je sais que ce n'est pas une réponse exacte à ce que tu attendais, mais c'est ma vérité. Sophia me dit « Bonne et heureuse nouvelle année, cher Jack, et merci infiniment pour vos vidéos si enrichissantes. Avec grand plaisir. Je veux bien savoir quel sport je pourrais pratiquer si l'usure du cartilage de mes deux genoux a atteint 70, 70, 80%. J'ai 57 ans, que dois-je faire ?» Sophia, tu peux faire beaucoup plus que ce que tu me penses. Bien entendu, à 57 ans sur des cartilages usés, mettre des impacts, ça va être très compliqué. Mais par exemple, dans ma box en CrossFit, tu peux faire tous tes entraînements sans impact et avec moins de cartilage au genou, sans douleur. La première chose, ça va être de t'entraîner sans douleur. Sans impact, ça semble évident en tout cas au départ, et surtout sans douleur. Ça veut dire que si tu vas dans telle amplitude en squat, ça va, et que dans telle amplitude en squat, tu as mal, arrête-toi sans avoir mal. D'ailleurs, je vais te mettre le lien dans la description vers 2 vidéos sur l'entretien des genoux et comment regagner de la force et de la mobilité. Ça va te faire énormément bien. Il faut à la fois étirer, à la fois renforcer. Pas qu'un, pas que l'autre. Les deux, et ça va vraiment te rendre de la force et de la confiance. Quel sport est-ce que tu peux faire? Dans un premier temps, de la marche à pied. Dans un premier temps, du vélo. Dans un premier temps, de la natation. Tu peux faire du crossfit avec quelqu'un qui va te coacher dessus. Tu peux faire du personal training avec un coach qui va être dédié et qui va vouloir faire les choses absolument pour toi. Tu peux faire du renforcement musculaire en salle. Tu peux faire un paquet de choses dans un premier temps sans impact et toujours sans douleur. Et si tu fais les exercices de renforcement et d'étirement que je te mets dans la description, tu vas au fur et à mesure des années pouvoir élargir ton panel d'activités. C'est tout ce que je te souhaite, mais on se met en mouvement. Bon, je sais que ce n'est pas une question, mais Alice, elle écrit « Je vous souhaite une excellente année 2022, pleine de bonheur et de joie. Vous êtes une source intarissable de conseils et de savoir-faire. Je vous en remercie vivement. » Merci Alice, ton message m'a fait très plaisir. Je vais en lire 2-3 au fur et à mesure comme ça parce que c'était très touchant. Et je vous avoue que dans des moments parfois un petit peu plus difficiles de doute, où on n'est pas sûr de bien faire les choses et tout, eh bien ce genre de témoignages sont extrêmement motivants et donnent envie de continuer. Donc, merci. Frédéric me dit « Bonjour Jack, pourrais-tu donner 3 sinon 6 exercices fondamentaux du CrossFit et excellente année 2022 ?» Écoute, tu nous donnes envie de faire une vidéo complète sur le sujet, donc je pense qu'on va le faire, on va en discuter ici, mais ça semble vraiment intéressant. Si on doit réfléchir aux mouvements fondamentaux du CrossFit, il y a 2 approches. On peut avoir l'approche CrossFit et puis je peux te donner mon approche personnelle. Mais l'approche CrossFit, c'est qu'il y a 9 mouvements fondamentaux qui sont le air squat, le front squat et l'overhead squat. Les squats, et puis on va avoir les presses, shoulder press, push jerk, et puis on va avoir les lifts, deadlift, med ball clean et sumo deadlift high pull. Ça, ce sont les 9 mouvements fondamentaux du CrossFit décrits dans la méthode et dans le level 1 qui est un peu la bible du CrossFit. Ça, ce sont les mouvements fondamentaux selon eux.
selon moi, on pourrait réfléchir autrement. Est-ce que c'est un mouvement fondamental ou un mouvement représentatif du CrossFit? Par exemple, le burpee, c'est représentatif du CrossFit. Est-ce que c'est fondamental? Moi, je pense que savoir se coucher par terre et se relever toute sa vie, c'est extrêmement important. Il y a des gens qui sont déshabilités, il y a des gens qui font des chutes et qui ne savent pas comment se relever. Et le burpee, c'est pas qu'il faut faire le mouvement athlétique pour parvenir à se relever, mais savoir se relever de toutes les situations, autant d'ailleurs physiquement que moralement, je pense que c'est capital. Donc le burpee, pour moi, pourrait faire partie, avec toutes ces adaptations bien entendu, pourrait faire partie de la chose. Mais pour moi, le CrossFit, en fait, c'est avant tout des mouvements fonctionnels constamment variés effectués à haute intensité. Ça veut dire que ce sont des mouvements qui doivent nous aider à être plus fit, plus fonctionnels, mieux bouger, plus résistants, plus endurants, plus forts, plus puissants. Et donc le panel du mouvement est extrêmement large. Et si je devais choisir un ou deux objets pour s'entraîner, ce serait le sandbag avec lequel on peut faire 1 million de choses et le sled parce qu'on peut faire aussi énormément de choses avec énormément de facilité. Moi, je commencerais par là, éventuellement une paire d'haltères et en fait, dans un premier temps, ce serait tout. Ce serait tout parce qu'avec ça, je peux tout faire. De là, bien sûr, on peut élargir, mais je commencerai par là. Maintenant, s'il y a un mouvement qu'il faut faire en CrossFit avec lequel je suis absolument d'accord, c'est le squat. Il faut le faire bien et il faut le faire sans douleur et il faut le faire en amplitude. Celui-là, et je vais ajouter aussi le deadlift parce que je pense que dans une approche fonctionnelle, on veut toute sa vie pouvoir ramasser ses courses, aider quelqu'un qui est tombé, déplacer quelque chose sans se faire mal au dos. Toutes ces choses-là sont nécessaires pour avoir une bonne vie indépendante, heureuse et où on se sent bien dans son corps. Ce serait ça, en plus du fait de savoir bouger son corps dans l'espace, comme je le disais avec le burpee. Après, on pourrait jouer avec les push-ups, les tractions, etc. Mais je pense que tu comprends un petit peu mon approche et je pense effectivement que ça vaut une vidéo. Si vous voyez ceci et que vous pensez ça aussi, dites-le moi en commentaire, ça me poussera à la faire. Shady Freedom me demande comment guérir de l'intestin irritable. Je sais qu'avoir une bonne alimentation ainsi que respecter les piliers du vivant de façon générale, ils sont pour beaucoup. Mais comment faire quand cela ne suffit plus? Eh bien, je suis passé par là et ça a été difficile. J'en ai parlé longuement dans une vidéo que je vais te mettre dans la description. Et puis, clairement, il va falloir trouver ce qui fonctionne pour toi. C'est pour ça que j'ai fait un programme là-dessus qui s'appelle Phoenix, qui en fait permet d'éliminer ce qui nous fait du mal, de choisir ce qui nous fait du bien et puis d'élargir petit à petit notre capacité à digérer nos aliments et à avoir une alimentation variée. Tout ça, c'est un processus. Et en fait, ça fonctionne surtout par essai-erreur. J'essaye ça, ça fonctionne, je le note. J'essaye ça, ça ne fonctionne pas, je le note et je l'enlève, etc., etc. Alors, comment faire Shady Freedom? Je ne connais pas ton prénom, je suis désolé. Bien, avant tout, c'est être à l'écoute et observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça demande, c'est vrai, un petit peu de résilience parce que ça peut être un processus assez long, mais par contre, il est très efficace. Donc, je t'invite à essayer et si tu ne sais pas trop comment faire, je te propose 2 ressources. La première chose, c'est de télécharger mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire. Tu vas avoir énormément de réponses et même des recettes qui vont t'aider. Et puis, éventuellement, d'aller voir pour mon programme Phoenix. Je te mettrai aussi le lien. Tu vas voir les informations et tu vois si tu penses que ça peut t'aider. Mais le programme Phoenix, c'est comment moi, j'ai soigné mon syndrome de l'intestin irritable et comment j'ai aidé plein de gens à le faire depuis de A à Z, tout y est expliqué et on va encore ajouter beaucoup de choses. Donc je pense que c'est une excellente ressource dans ton cas. El Magnifico me demande « Salut, je voudrais savoir si la pratique du running, de la course à pied et de la musculation était compatible si on veut prendre de la masse. Merci pour la réponse, prends soin de toi. » Oui, ça fonctionne. Attention, si je fais du marathon, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que je vais avoir une trop grande dépense énergétique, trop de nécessité à récupérer et je ne vais pas pouvoir mettre la bonne intensité en musculation. Je veux dire, il n'y a aucun bodybuilder qui fait du marathon à côté. Par contre, on va se rendre compte que la plupart des bodybuilders, soit sont dans une forme que je vais qualifier d'encore naturelle et vont courir pour faire leur cardio ou éventuellement marcher de manière dynamique en côte. Mais évidemment, les tout gros bodybuilders, eux, ne courent plus. Ce serait bien trop violent, d'une part pour le récup et d'une autre pour les impacts. Moi, je me rappelle vraiment avoir vu Ronnie Coleman être super balèze, très fort, extrêmement impressionnant. Mais par contre, il disait clairement que s'il courait pour faire son cardio, pour sécher, etc., ça aurait été dramatique. À l'inverse, on voit des renforts, on voit des bodybuilders courir, faire du sprint, etc., parce que ça marche très bien pour sécher. Donc, bref,
Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en fait, oui, tu vas pouvoir combiner les deux sans aucun problème. Attention que si le but c'est de prendre de la masse, l'intensité et le temps que tu vas devoir passer va être plus important sur la partie musculation. C'est ça qu'on veut travailler. La course à pied à côté, tu vas peut-être pouvoir t'entretenir, tu vas probablement pouvoir mieux récupérer et garder une bonne condition physique, mais c'est peut-être pas le moment où tu vas pouvoir faire les perfs les plus extraordinaires. Il va falloir à un moment donné faire un peu des compromis, donc les deux sont compatibles, mais si on veut optimiser un ou optimiser l'autre, clairement pas. On en revient à cette logique de est-ce qu'on veut quelque chose d'assez généraliste ou être super spécialisé. Lounis me dit bonne année, merci toi aussi. Je m'entraîne au CrossFit 3 fois par semaine en bi-quotidien, 6h30 et 17h30. Ce sont des séances de minimum 1h30. Quelle est la meilleure alimentation pré- et post-entraînement pour ces 3 jours? Alors, moi je fonctionnerai avec à 6h30, c'est pour moi trop tôt le matin que pour faire un énorme petit déjeuner, donc je prendrai une boisson de l'effort pour nourrir mon entraînement à ce moment-là et peut-être une orange à croquer ou une banane avant ou quelque chose comme ça pour donner un peu des glucides. Je pense que ça peut bien fonctionner. Après l'entraînement, d'abord je laisserai passer un peu de temps et puis vu que j'ai entraînement que à 17h30, je ne mangerai pas forcément des glucides à ce moment-là. Ce que je ferais, c'est que je garderais un repas avec un peu de glucides à index glycémique assez bas. Je pense par exemple au fait de cuire des patates douces à la vapeur sans la peau et puis de les laisser refroidir la nuit au frigo et de les manger. Et ça, je le ferais plutôt vers 13, 14, 15 heures. Je veux dire en début ou en milieu d'après-midi. Et puis je referai un repas glucidique juste avant la séance de 17h30 et une boisson de l'effort en intra-workout. Tu fais quand même 3 heures d'entraînement sur la journée. Pour moi, la boisson de l'effort est une nécessité. Après ton entraînement de 17h30, il est 19h, tu redescends calmement, tu prends une bonne douche, tu fais tes étirements si tu as envie, ou plutôt tes mobilisations, tes massages, tu vas te poser et là tu fais un bon repas protéiné. Moi, j'éviterai au maximum les protéines pendant cette journée parce qu'on sait qu'elles vont te fatiguer, qu'elles vont entraver la digestion du reste et que donc tu risques d'être plus fatigué pour l'entraînement de 17h30. Donc voilà à peu près comment je gérerais ça. Bon, je te balance ça comme ça en vitesse, mais ce serait mon approche. En tout cas, quand moi je fais 2 sessions, ce qui arrive rarement, mais de temps en temps j'aime encore bien. Et pour le moment, je le fais parfois avec le basket où je fais un entraînement musculaire en journée et puis le basket le soir. Eh bien, je fais exactement comme je viens de te dire. Un peu de glucides avant, un peu de glucides pendant, plus vraiment de glucides après, un petit peu avant, un petit peu pendant. Et franchement, ça fonctionne super bien. Je récupère hyper bien. Donc, je pense sincèrement que ça peut fonctionner pour toi aussi. Teste en tout cas. Et puis, ajuste en fonction de ce qui va ou pas. Pascal me dit bonjour Jack, bonne année 2022. Merci Pascal, je te souhaite pareil. Je suis toujours avec force. Tes conseils sont toujours judicieux. Merci beaucoup. Je recherche une bonne vitamine C dont les prix vont du simple au triple. Je prends vitamine D3, spiruline, oméga 3. Je vais commencer par ça. Alors, par rapport à ça, franchement, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est que si tu prends le multivitamine essentiel de Unae, tu as pour un prix hyper raisonnable la plupart des micronutriments dont tu vas avoir besoin au quotidien et vitamine D3 inclus. Pour, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, si mes souvenirs sont bons, une quarantaine d'euros par mois, c'est une assurance santé exceptionnelle pour un prix tout à fait raisonnable. Moi, je pense qu'il faut passer par là. Je te mets le lien dans la description. Ton autre question, c'est est-ce que les diplômes belges sont les mêmes qu'en France en ce qui concerne les brevets de fitness, muscu, crossfit, etc. Alors, le système n'est pas le même. En France, vous avez un brevet d'État ou un diplôme d'État ou une licence TAPS pour pouvoir exercer, si je ne me trompe pas, sinon corrigez-moi. En Belgique, pour le moment, le coaching n'est pas, on va dire, régulé. Ça veut dire qu'en gros, moi, je peux décider de dire à ma femme qui n'est pas coach, voilà, demain, tu es coach. Attention, il y a des conditions dans le CrossFit qui sont spécifiques, je vais expliquer après. Mais vraiment, pour le principe d'être coach sportif, c'est dramatique d'ailleurs, on est bien d'accord, parce qu'on voit tout et n'importe quoi, même si je pense que c'est aussi un peu le cas en France. Eh bien, il n'y en a pas vraiment de règles là-dessus. Pour donner des sports collectifs, là, il y en a. Donc, par exemple, si je veux être coach au basket, ça va être régulé par un organisme qu'on appelle l'ADEPS, etc. Mais pour être coach sportif, pour faire du personal training, etc., pour donner des cours collectifs en salle, eh bien pour tout ça, malheureusement, il n'y a pas de réglementation en Belgique. Par rapport au CrossFit, pour exercer la loi ou la règle CrossFit, c'est d'être supervisé par un level 1. Et on va être très honnête, tout le monde triche là-dessus. Il y a plein de gens qui n'ont pas de level 1 et qui exercent parce que dans la box,
pour ouvrir une box, il faut un level 1. Donc si moi par exemple j'ouvre une box et je dis c'est mon level 1 et je mets quelqu'un qui n'est pas coach level 1 et je me casse et je le laisse gérer, je peux le faire. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que je peux le faire. Bien entendu, la plupart des gens qui ont une conscience professionnelle et qui ont envie de représenter un CrossFit intelligent et avec une capacité de formation vont d'une part, bien sûr, se former en CrossFit, donc typiquement avec le Level 1 pour commencer, mais vont aussi faire des formations continues, comme c'est mon cas ici à CrossFit Recan ou à CrossFit Ember, où on se forme toutes les semaines, tous les mois, parce qu'on veut vraiment continuer à progresser, parce que notre pratique évolue, parce que notre apprentissage évolue et qu'il faut faire évoluer la chose. Donc l'idée là-dessus, c'est que non, c'est pas pareil. Par contre, pour CrossFit, ce sont les mêmes règles partout parce que c'est une société américaine qui a dit que c'était les règles pour le monde entier. Danny me dit « Bonjour Jack, je suis fan de tes vidéos et surtout de tes conseils techniques. Merci, il y en aura encore, c'est cool. J'ai subi une hystérectomie, j'espère que je le prends, hystérectomie totale depuis début décembre 2021 et en arrêt depuis 2 mois. Je ne sais pas comment appréhender la reprise des WOD. Peux-tu me conseiller ?» Alors, Danny, par rapport à ça, j'ai fait une vidéo. Je vais te la mettre dans la description. Mais en résumé, qu'est-ce que je veux dire? C'est reprends comme si tu étais débutante. Dans un premier temps, tu dis voilà, je suis débutant, je recommence tranquille et je recommence à la sensation. J'écoute mon corps et si tel mouvement fonctionne bien, je le fais. Si tel mouvement me gêne, je ne le fais pas. Dans un premier temps, zéro tolérance sur la douleur. De toute façon, jamais de tolérance sur la douleur, mais je veux dire, même si ça te semble trop dur, tu ne le fais pas. Tu parles avec ton coach et tu dis voilà, comment est-ce qu'on peut adapter, je reviens d'opération, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu ne compares pas ton niveau actuel avec ton niveau ancien. Tu te dis, je recommence à zéro. Ce n'est pas le cas, tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu étais totalement débutant, mais tu recommences avec un niveau totalement différent. Parce que si tu penses, ah oui, mais avant, je savais faire 6 minutes, oui, mais avant, je savais prendre telle charge, nanana, tu vas être tout le temps frustré et tu ne vas clairement pas t'entraîner aussi bien. Donc, commence aussi par cette vision-là. La deuxième ou troisième chose, je suis désolé, priorise ta récupération bien entendu et donc ton sommeil et en plus de ça, ajoute un petit peu de cardio à côté. Donc fais un peu de vélo si ça fonctionne bien, un peu de course à pied si tu aimes bien, peut-être un peu de natation, il faut voir si tu peux ou pas en fonction de ta récupération, mais ajoute un petit peu de cardio entre les séances. Donc par exemple, tu pourrais aller faire un WOD lundi, un cardio le mardi, un WOD le mercredi, repos le jeudi, par exemple. En fait, l'idée, ça va être de te refaire progressivement une condition physique. Quand je dis un cardio, c'est linéaire, c'est en respiration, nez-bouche, éventuellement nez-nez, et vraiment retravailler sur ton souffle, ta gestion de l'effort, etc. parce que ça va beaucoup t'aider à revenir mieux dans tes WOD. Bon courage pour ça, prends le temps, écoute-toi et ça va super bien se passer. Mine Wasabi me dit « Salut Jack, bonne année à toi et plein de bonnes choses, merci beaucoup. Penses-tu présenter un programme concernant la prise de poids pour ceux qui ont un syndrome de l'intestin irritable? S'il te plaît, merci à toi. » Eh bien écoute, je vais être en ligne droite. J'ai déjà parlé du syndrome de l'intestin irritable dans la vidéo, donc j'espère que tu l'as vu. Et puis sinon, il y a une vidéo dans la description où j'en parle un petit peu plus en détail. Mais en fait, dans l'ordre, c'est soigne ton ventre, puis cherche à prendre de la masse. Et en fait, ça va se faire quasiment naturellement. J'ai très proche de moi, puisque ma femme a eu des problèmes intestinaux assez importants et n'a jamais su prendre de la masse musculaire de toute sa vie. Très mince, très longiligne, elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait, même si je me suis rendu compte qu'elle faisait très peu d'excès et restait très mince. Et en fait, eh bien, en soignant son ventre d'abord, en lui faisant faire du renforcement musculaire ensuite, on lui a fait prendre de la masse musculaire. En lui permettant d'absorber ce qu'elle mange. Pour certaines personnes, arrêter d'aller à la toilette 5-6 fois par jour. Arrêter d'avoir de l'inconfort digestif, pouvoir du coup mieux dormir, mieux récupérer et pouvoir enfin construire du muscle et mettre plus d'intensité à l'entraînement. Toutes ces choses-là sont possibles si tu soignes ton ventre d'abord. Pour ça, il y a les conseils des vidéos que j'ai données en dehors. Et puis, il y a le programme Phoenix où tu vas pouvoir complètement révolutionner ton alimentation. Et à côté de ça, si tu veux un programme spécifique de prise de masse musculaire, moi j'en ai fait un avec volume, mais il est spécifique au CrossFit. Et sinon, un bon gros travail en musculation intelligent, ça peut aussi très bien fonctionner. Soigne d'abord ton ventre, c'est la clé. Je pense ici, on a eu un jeune mec qui avait des gros problèmes d'intestin, qui perdait du poids ou qui avait beaucoup de mal à en prendre. Il a suivi mes conseils alimentaires et le programme volume en même temps. Il a pris 4 kilos
de muscles sans prendre un gramme de gras. Pourquoi? C'est énorme, c'est beaucoup trop, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait déjà un bon niveau, mais son corps ne savait pas s'adapter au niveau musculaire. Il ne pouvait pas absorber ce qu'il mangeait. Il allait à la toilette plusieurs fois, genre trop de fois par jour. Dès qu'il était stressé, 2-3 fois dans la matinée. Un truc de fou. Et quand je fais ça, je ne peux pas faire de la masse musculaire. C'est super dur. Donc, soigne ton ventre d'abord, une bonne intensité, favorise ta récup. Et si tu veux, on reste en contact et je te donnerai plus d'infos sur mes programmes aussi par la suite. Thibaut Liberté me dit « Bonjour et bonne année, j'ai décidé de faire un très long jeûne, environ 40 jours. J'ai de la réserve pour des raisons de santé et je pratique le jeûne depuis quelques années. Je voulais savoir si tu as quelques conseils pour éviter les grosses carences, comme du bouillon de légumes, etc. ou si ce n'est pas la peine. Le risque est au moment de la reprise alimentaire d'après mes infos. » Alors, je vais te dire deux choses. La première, et je dois te le dire, je ne suis pas spécialiste dans les longs jeûnes. 40 jours, je n'ai jamais fait, je connais personne qui l'a jamais fait, je ne peux pas te donner de conseils, ça c'est sûr. Alors ce qui est certain, c'est que le risque est pendant la reprise alimentaire, oui, mais il est aussi pendant le jeûne. Ça c'est très clair, je te parle cash ici. Donc est-ce que tu dois faire gaffe à tes micronutriments? C'est une nécessité, sinon tu ne vivras pas du tout bien ce moment. Par rapport à ce jeûne assez long, d'une part je trouve que 40 jours, moi ce n'est que mon avis, c'est un peu long, mais j'imagine que si tu fais ça, c'est que tu sais ce que tu fais et que tu es supervisé. Surtout, fais-toi superviser au niveau de la santé, bien entendu. Maintenant, oui, au niveau des micronutriments, pour tenir un jeûne, même si ne serait-ce que sur 2-3 jours, il te faut un maximum de minéraux. Et pour ça, effectivement, un bouillon de légumes et d'os, c'est vraiment excellent. J'ai une recette de bouillon d'os qui a été faite par Nat et qui est vraiment très bonne. Je vais te mettre un lien dans la description pour la télécharger et j'espère que ça pourra t'aider. En outre, je serais très intéressé que tu nous racontes. Donc si tu pouvais, sur une autre de mes vidéos ou en réponse de celle-ci, ou nous envoyer un mail pour nous dire comment se passe ce jeûne de 40 jours. Moi, je ne connais pas du tout cette expérience-là, donc je serais très intéressé d'avoir ton retour. Bon, pseudo, moi aussi, me dit tous mes vœux pour 2022. Ma question, j'ai un mauvais transit et des douleurs au ventre régulièrement. Cela commence souvent dès la prise de repas avec des borborygmes. Alors j'ai dû aller voir, des borborygmes en fait ce sont des bruits faits par le gaz dans l'estomac ou les intestins. Suivant vos conseils, j'ai cessé les céréales et tous les laitages sauf une petite part de chèvre et j'avoue me sentir beaucoup mieux. C'est une très bonne nouvelle ça. Je suis content que mes conseils fonctionnent et ils fonctionnent souvent là-dessus. Donc je suis très content que tu ailles mieux, c'est vraiment super. Cependant, c'est compliqué car je suis végétarien et il me manque un apport substantiel. Je me rattrape sur les œufs et des compléments alimentaires, quels seraient vos conseils? De manière générale, quand on est végétarien, si on veut compenser un apport en protéines, on va souvent se tourner vers les œufs et les produits laitiers. Dans un cas de problème d'intestin, de gaz et en l'occurrence je pense de dysbiose, ça va être compliqué de fonctionner juste avec les œufs et les produits laitiers parce qu'on sait que si on se tourne vers les légumineuses, ça va être probablement dramatique au niveau de l'intestin. Peut-être que les lentilles trempées et puis cuites à haute pression peuvent fonctionner, mais ça reste un gros apport en glucides. Donc au niveau des protéines, en fait, les seules que l'on va pouvoir trouver sans qu'elles soient trop inflammatoires, et il va falloir voir au cas par cas si ça fonctionne au niveau de la digestion, ce sont celles contenues dans les oléagineux blancs, par exemple dans les amandes, ce sont celles contenues blanches, ce sont celles contenues dans les œufs. Quand on prend des œufs de très bonne qualité, on peut en manger plusieurs par jour sans problème. Et au niveau des fromages, moi le seul que je te recommande avec ce problème que tu m'expliques, c'est c'est celui-là ou un autre, c'est le pecorino, moi que je recommande. Pourquoi? Parce que c'est un fromage de brebis très affiné. Mais si tu en trouves un autre, brebis très affiné, c'est très bien. En général, brebis très affiné, c'est ce qui passe le mieux chez la plupart des gens, autant en termes de digestion qu'en termes d'inflammation. Mais est-ce que je recommande le fromage? Pas forcément. Et dans ton cas, pas non plus. Je suis désolé, mon téléphone vient de se lancer. Par rapport à ça donc, ce que tu peux faire, c'est peut-être envisager une source de protéines animales de très bonne qualité, respectueuse de l'animal, parce que j'imagine que ton végétarisme est en lien avec ça. Par rapport à ça, chacun fait comme il veut, mais on peut se retourner vers d'abord son propre élevage, on peut se retourner vers des élevages locaux qui font attention aux animaux et on peut se retourner vers des petits poissons ou des crustacés, etc., qui sont
pêchés, qui sont pêchés naturellement, respectueusement de l'environnement, il y a moyen de faire des choses qui sont saines, je pense. Si tu as des besoins de ce côté-là, ça peut être une piste aussi. Enfin, en termes de compléments alimentaires, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu trouver comme information, la protéine la moins inflammatoire et la meilleure du coup au niveau végétal, c'est celle de chanvre. Il est vraiment recommandé d'éviter les protéines de pois et de riz en trop grande quantité, mais la protéine de chanvre, elle, apparemment, serait beaucoup moins inflammatoire. Donc, c'est peut-être vers celle-là aussi que tu peux te tourner si tu veux prendre des compléments alimentaires protéinés. Enjoy being yourself, j'aime beaucoup ton pseudo, qui me dit « J'aimerais savoir si tu vas ouvrir quelque chose ou créer quelque chose pour ceux qui, comme moi, veulent commencer, mais qui sont par exemple dans la région de Mons, qui est trop loin de ta box. » Écoute, cette question, elle me passionne parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis très longtemps. Et donc, gros appel à la communauté. Est-ce que vous voulez que je crée un programme pour les débutants pour apprendre les fondamentaux du mouvement, du CrossFit, comment bouger chez soi, comment peut-être aller dans une box, toutes ces choses-là qui, je pense, pourraient débloquer certains d'entre vous, d'une part par rapport à des croyances, par rapport au CrossFit, des craintes peut-être aussi, et puis peut-être ne pas vraiment savoir par où commencer. On pourrait faire un programme qui serait vraiment une mise à l'étrier, un premier pas avec tous les apprentissages de base à faire en termes d'engagement des abdominaux, éviter de se faire mal au dos, bien exécuter les mouvements, peut-être les bases de l'alimentation aussi qui vont aller avec. Toutes ces choses-là, voilà, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps et si vous êtes beaucoup à me dire que ça vous intéresse, eh bien, je vous garantis que je vais plancher dessus activement parce que je crois qu'on peut avoir un outil de plus pour changer des vies et vous permettre de construire celle que vous voulez. Donc, enjoy being yourself. J'adore ton pseudo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Les autres, dites-le aussi. Et on va y réfléchir vraiment très sérieusement. Guillaume Hazard, qui me suit depuis longtemps. Salut Guillaume, c'est super cool. A deux questions. La première, sur l'alimentation. Le fait de faire un régime pauvre en sucre et riche en graisse, en limitant les prises de féculents, produits laitiers, fruits sauf pré-entraînement, en jeûnant et donc en augmentant la cétonémie, n'est-il pas finalement plus à risque inflammatoire et à risquer de créer des troubles compulsifs alimentaires? J'ai envie de te dire que non, à l'inverse pour moi, au niveau en tout cas inflammatoire. Ça veut dire que si c'est bien fait, on va plutôt être sur quelque chose même d'anti-inflammatoire. Alors attention que par rapport à la consommation de fruits, je ne dis pas qu'il faut en manger jamais, etc. Je pense qu'il faut en manger plus en été, moins en hiver, plus quand on est actif, moins quand on est sédentaire. La deuxième chose, c'est que par rapport aux troubles compulsifs alimentaires, ça, clairement, ça va dépendre du terrain que l'on a avant. Pour ma part, ça n'engage que moi, j'ai moins de troubles compulsifs alimentaires depuis que je mange comme ça. Pourquoi? Parce que le facteur de troubles compulsifs alimentaires chez moi, c'était un, l'émotionnel, c'est sûr, et deux, le sucré, c'est certain aussi. Et je t'invite à regarder autour de toi, c'est quand même très majoritairement le cas. C'est presque toujours lié à une émotion et c'est presque toujours lié au sucre. J'ai rarement, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais j'ai rarement des gens qui me disent qu'ils ont des compulsions alimentaires sur des choses salées ou saines. C'est très souvent de la junk food, c'est très souvent du sucré, etc., etc. Donc en changeant notre rapport au sucre, en changeant notre goût aussi par rapport au sucre, eh bien on va avoir moins de compulsions, etc. Alors, si on parle aussi de troubles du comportement alimentaire maintenant, et plus seulement de compulsions genre boulimie, etc., est-ce qu'on peut se tourner vers l'anorexie, etc.? Oui, bien sûr, mais ça aussi c'est un terrain avant. Et alors là, il faut éviter les privations au maximum. Mais éviter les privations ne veut pas dire manger tout et n'importe quoi. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Et je suis bien d'accord avec toi de dire que c'est un terrain extrêmement, extrêmement sensible, un peu des sables mouvants comme ça. Et donc là, il faudrait faire du cas par cas. De manière générale, on se rend compte que manger moins de céréales, moins de produits laitiers et plus d'aliments végétaux entiers est très bon pour la santé. Très bon pour la santé, pour l'énergie, pour la clarté mentale, pour la récupération physique. C'est excellent pour l'être humain de manière générale.
Donc, c'est ce que je recommande. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui a un terrain de troubles du comportement alimentaire, de compulsion, d'anorexie, etc., je vais bien sûr prendre les choses avec des pincettes et y aller bien plus petit à petit et surtout aborder la dimension psychologique qui est capitale dans ce genre de moment. Par rapport à ta question sur l'entraînement maintenant, Guillaume, où tu me dis on a tous des morphotypes et des fibres musculaires prédominantes, certains sont explosifs et d'autres endurants. Point d'interrogation. Oui, on a tous des morphotypes et un type de fibre prédominant, ça c'est sûr. Et y a-t-il des programmes plus ou moins spécifiques pour changer ou faire varier ces prérequis? Absolument. En fait, on se rend compte qu'on peut devenir beaucoup plus explosif ou beaucoup plus endurant. Alors, on a une prédisposition et donc on aura effectivement, si tu veux, il faut le voir comme ça. Imaginons que moi, mon potentiel génétique maximal, si je fais tout à la perfection, c'est ça. En sprint, par exemple. Peut-être que celui d'Usain Bolt, c'est ça. Et peut-être que naturellement, il était là et que moi, j'ai commencé là. Mais on a tous la capacité à aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Autant du côté de l'explosivité que du côté de l'endurance. On l'a vu avec des gens qui ont révolutionné leur physique dans un sens comme dans l'autre. Le tout étant d'axer son entraînement vers ça, sa récupération aussi et son état d'esprit. Tu vois, moi par exemple, on m'a toujours dit et j'ai toujours pensé que j'étais lent, ce qui était le cas, on est d'accord, que j'aurais jamais de détente, etc. J'étais très doué au basket, doué genre très naturellement et puis j'adorais ça donc je jouais beaucoup et donc forcément je progresse. J'ai toujours eu un sens du jeu, du déplacement dans l'espace, tout ça, ça s'est toujours bien passé. Mais j'étais très lent et je sautais pas très haut. Et je suis extrêmement loin de mon potentiel génétique, mais adulte, j'ai changé mon entraînement parce que j'ai pensé qu'on pouvait faire autrement. J'ai pensé que je n'étais pas condamné à être lent et à avoir, comme me l'a dit un jour un médecin quand j'avais 16 ans, un cœur de cheval de trait. Il m'a dit « Tu as un cœur pour aller doucement très longtemps ». J'avais 16 ans et ça m'a vraiment catégorisé encore plus que ce qui était déjà le cas. J'aurais préféré qu'ils me disent « Aujourd'hui, tu as ce cœur-là, mais tu peux le changer, tu peux changer tes fibres musculaires et tu peux tout exploser un jour. » Mais lui, c'était un vieux médecin avec cette approche un petit peu déterministique, je crois, ou déterministe. Et l'idée, c'est que, je crois qu'en anglais, français, je mélange un peu parfois. L'idée, c'est que, en fait, on peut changer beaucoup plus que ce qu'on pense. Beaucoup, beaucoup plus. On a des mecs super explosifs, super forts, qui, quand ils axent vers l'endurance, arrivent à des choses incroyables et vice-versa. Alors, c'est certain qu'avec ma morphologie, plus d'1m93, des très longues jambes, etc., c'est sûr que je ne suis pas bâti pour faire du powerlifting. C'est certain, le temps que moi je fasse un bench press, la plupart des gens en ont fait 2. Donc non, je ne vais peut-être pas pouvoir être le meilleur du monde là-dedans, mais est-ce que je peux être beaucoup plus fort que ce que moi je pense à la base et que ce que les autres vont avoir tendance à me dire? Ça, j'en suis convaincu. Donc si tu mets ton esprit dedans et que tu te donnes les moyens d'y arriver, parfois ce sera des moyens radicaux, on n'a jamais que les résultats de son investissement de base, alors on peut effectivement largement changer les choses. Laurence me demande comment obtenir des cuisses fines, quel sport ou quelle machine, quelle alimentation doit-on avoir à 50 ans? Merci. Laurence, comment obtenir des cuisses fines? Ça va se faire plutôt dans la cuisine qu'à l'entraînement. Il va falloir que tu revoies bien sûr ton alimentation. Alors bien sûr, je te recommande de faire du sport à côté parce qu'on sait que la pratique sportive, qu'elle soit musculaire ou cardiovasculaire, va favoriser tes résultats physiques. Donc bien sûr, fais-en. Qu'est-ce que tu dois faire comme sport? Franchement, fais ce qui te plaît dans un premier temps. Si tu as effectivement 50 ans, que tu changes ton alimentation et que tu fais n'importe quel sport dans un premier temps, n'importe quelle activité physique, ça va te faire beaucoup de bien et tu vas avoir des résultats, c'est certain. Maintenant, au niveau de l'alimentation, tu me demandes quelle alimentation doit-on avoir à 50 ans? On doit avoir celle qu'on a à 30, celle qu'on a à 15, celle qu'on a à 80. En fait, l'idée, c'est d'avoir ce qu'il faut pour toi, ce qui va être bon pour ta santé, basé sur les principes humains que je partage bien sûr dans cette chaîne, dans mes programmes, etc.
Mais si tu veux perdre du poids, il y a un lien vers une vidéo dans la description parce que j'ai répondu à ça dans une autre vidéo. Tu peux commencer par là et puis dans un premier temps aussi, je te recommande de prendre mon guide anti-inflammatoire. Le lien est dans la description, il est totalement gratuit et tu vas avoir plein de ressources, des listes d'aliments, des recettes, etc. Tout est gratuit. Prends ça, commence à regarder, commence à implémenter surtout le plus vite possible les choses qui te semblent accessibles et que tu penses pouvoir tenir à long terme. Ça, c'est la clé. Des petits changements, mais que tu tiens pendant très longtemps. Et je te garantis que tu peux avoir des résultats si tu changes ta façon de faire pour de bon. Mathieu me dit « Salut Jack et bonne année à toi. Toi aussi Mathieu, je te souhaite le meilleur pour l'année à venir. Tu es très inspirant, très motivant. Je te suis depuis déjà quelques années et je savoure tes vidéos précises et très complètes. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Merci Mathieu, c'est vraiment très cool. Je m'entraîne seul et je participe parfois à des séances dans une box où des amis sont adhérents, mais j'arrive au bout de mes programmes et je me perds dans le flow des WOD proposés à droite, à gauche et sur les applications sur Internet, etc. Pourrais-tu pousser pour faire des WOD journaliers et qu'on se challenge entre membres de ta communauté? Le WOD de Noël a été un vrai régal. Merci pour ton travail. Meilleurs vœux du sud de la France. C'était très cool ton message, Mathieu. Merci beaucoup. Il faut que tu te rendes compte qu'en termes de travail, un WOD par jour en vidéo, c'est un job de dingue. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Je vais te dire, il y a deux choses. Vous êtes beaucoup à me redemander des workouts, donc je vais en faire. Je vais en faire parce que c'est fun, parce que ça vous fait plaisir et parce que je pense que ça rend un vrai service à ma communauté. Donc, on va en faire. Mais il faut que vous imaginez que pour faire le WOD de Noël, c'est plus d'une demi-journée de travail. Donc faire ça tous les jours, c'est physiquement impossible si on veut faire le reste, si on veut s'occuper de faire des programmes de top qualité, si on veut coacher nos membres, si on veut continuer de faire d'autres vidéos. Moi, j'ai une box à faire tourner, etc., etc., etc. Donc pour tout ça, faire un workout vidéo comme ça par jour, c'est pas possible. Mais d'une part, j'ai une programmation. Une programmation, c'est quoi? C'est sur une application, tous les jours, enfin 5 fois par semaine, tu reçois un entraînement complet avec un renforcement musculaire, un bon échauffement, de la technique, de la force, des workouts. Il y a vraiment plein de choses, des WOD, il y a plein de choses à faire. Donc si tu veux les infos, je les mets dans la description, tu peux aller voir. Le premier mois est à 50%, c'est moins de 20 €. Tu peux juste prendre le truc, voir si ça te plaît ou pas. C'est vraiment cool. Okay? Donc ça, c'est la première piste. La piste numéro 2, c'est éventuellement de voir avec les potes de ta box pour faire leur programmation, ce qu'eux font à l'entraînement. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ensuite, si tu veux vraiment participer avec notre communauté, alors un truc que tu peux faire, c'est donc la programmation comme je t'en parlais, ou alors un autre programme. On a des programmes haltéro, gym, abdos, il y a plein de choses à faire que tu peux du coup suivre en groupe avec d'autres personnes, recevoir le coaching de notre équipe. On coach toutes les vidéos des gens qui suivent nos programmes, donc il y a vraiment moyen de faire des trucs. Donc voilà Mathieu, j'ai pas la réponse exacte pour toi en disant bah oui je vais te faire des WOD tous les jours, mais par contre c'est motivant pour en faire plus et donc on en a parlé justement avec Rinza qui est l'homme derrière la caméra depuis quand même plus de 4 ans maintenant et on a décidé effectivement de continuer les workouts. Donc merci à toi Mathieu pour cet encouragement, ce soutien, le fait de me suivre depuis longtemps, ça fait hyper plaisir et ça me pousse à faire plus de vidéos pour vous. Wari Judoka me dit « Salut, je prends la thyroxine 25 mg, comment je peux me débarrasser du goitre ?» J'ai entendu que vous aussi vous aviez ça, je suis diabétique de type 2 mais avec des bonnes mesures sans metformine. Alors le goitre, c'est un gonflement particulier de la thyroïde. Moi, j'ai jamais eu ça, j'ai pas eu de gonflement. Par contre, j'ai eu de l'hypothyroïdie et j'ai pris moi-même de la thyroxine. D'abord de l'iode, puis thyroxine 25, puis thyroxine 50. Et maintenant, j'en prends plus et ma thyroïde fonctionne bien. Et en fait, ça a fonctionné quand moi, j'ai soigné mon intestin. En fait, en soignant mon intestin, en mangeant anti-inflammatoire, en mangeant comme je vous explique dans mes vidéos et dans mes programmes, eh bien j'ai soigné ma thyroïde. Et je sais que les médecins râlent quand je leur dis ça. Oui, c'est le hasard, nanani, nanana, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ok, sauf que factuellement, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu mes problèmes inflammatoires, j'ai ma thyroïde qui est partie en couille, j'ai soigné mon ventre, j'ai plus de problème de thyroïde. Je veux bien dire que c'est un hasard, mais c'est quand même compliqué à imaginer que c'est une coïncidence. Donc, je t'invite à voir du côté de ton ventre, de ton intestin, de potentiellement une dysbiose, de la perméabilité intestinale, de ta digestion, de ton inflammation. C'est toutes ces choses-là que je t'invite à voir. Alors, est-ce que ça suffira? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas te le dire. Je te dis juste qu'il faut attaquer par là. Va voir aussi bien sûr des endocrinologues, mais ne suis pas leurs conseils alimentaires d'office parce que certains vont être un peu à l'ancienne et vont plutôt préférer te donner un médicament et te dire de manger comme tu veux parce que ce n'est pas forcément ça le problème. Moi, je suis convaincu
je l'ai vu sur moi et sur d'autres personnes et je l'ai lu aussi sur le fait qu'il y avait plein de gens qui avaient guéri leur thyroïde grâce à une alimentation anti-inflammatoire. Donc au moins, tente le coup. Je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment d'aller mieux. Passe à l'action. Salma me dit bonjour et bonne année bombardante de projets, réalisations, amour, santé. Merci beaucoup, c'est exactement ce que je te souhaite et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. L'approche de la musculation, de suppléments protéinés, d'alimentation devrait-elle être différente des hommes ou pareil? J'imagine que tu veux dire entre les hommes et les femmes. Alors, il y a forcément des différences. Il va y avoir des différences hormonales, des différences de récupération. On va avoir aussi des différences d'inflammation pendant les cycles menstruels, etc. etc. Donc, on ne peut pas considérer que c'est exactement pareil. Mais on peut considérer qu'il y a des choses qui sont des fondations communes. Par exemple, le fait de manger anti-inflammatoire. Par exemple, le fait de devoir challenger nos muscles et de laisser du temps pour la récupération. Par exemple, le fait de prioriser le sommeil. Par exemple, le fait de bien absorber ses protéines. La balance nette des protéines entre celles que je vais absorber, assimiler et celles que je vais dégrader, ça par exemple on sait que c'est un facteur d'entretien de la masse musculaire chez tout le monde, d'entretien ou de prise d'ailleurs de masse musculaire chez tout le monde. Donc il y a des choses communes. Après ta question est un peu vague, donc j'y réponds aussi de façon un peu vague, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Après, oui, les différences, elles sont là aussi, comme je le disais. Pendant les cycles, on se rend compte qu'augmenter un petit peu les fruits ou les glucides fait du bien. On se rend compte aussi qu'il faut adapter l'entraînement parfois à ces moments-là parce qu'émotionnellement, c'est pas pareil, puis parce qu'on peut aussi avoir des douleurs et de l'inflammation. On se rend compte aussi qu'on va avoir plus de stockage des graisses parfois sur les cuisses et sur les fessiers, alors que chez les hommes, ça va être plus sur le ventre. Ça aussi, il va falloir adapter son alimentation par rapport à ça. Mais de manière générale, les grands principes de l'être humain restent quand même communs. J'espère que ça répond un peu à ta question. Si tu as une question plus précise, peut-être commente cette vidéo et puis je verrai si je peux faire une vidéo plus complète sur le sujet. Ça, c'est du très lourd comme question. Je suis content d'y répondre. Bonjour Jack, qu'en est-il du combo CrossFit grossesse premier trimestre, tant que le ventre ne gêne pas? J'ai fait des watts de malade à 5 semaines de grossesse, mais j'ai fait une fausse couche. On me dit qu'il n'y a pas de lien, je suis partagé, j'entends tout et son contraire. Médecin plutôt favorable, coach plutôt mitigé. Je suis trop accro pour arrêter ou trop scaler, merci de ton aide. Amy, je te comprends. D'abord, je suis désolé que tu aies vécu ça parce que ça n'a pas dû être un moment facile. On ne mesure jamais vraiment ce que c'est une fausse couche en tant que mec, mais pour en avoir malheureusement ou normalement, je pense, en fait, c'est beaucoup plus courant que ce qu'on pense, vu passer des dizaines autour de moi, eh bien, je sais que ça peut être difficile et je te félicite de prendre les choses en main, je te félicite d'arriver à en parler et je suis sûr que ça va mieux se passer par la suite. Par rapport à ta question de manière très spécifique, moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de lien. Ce n'est que ma conviction par rapport aux observations que j'ai pu faire et à ce que j'ai pu lire sur le sujet. Je ne suis pas médecin, d'accord ? Je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus spécialisés, des gynécos, etc. Mais de mon expérience de coach, de papa aussi, de mon expérience de coach de femme enceinte, parce que j'en ai eu pas mal au cours de ma carrière, en fait, la plupart du temps, le corps est adapté à un effort. Et si on fait le même effort pendant la grossesse, jusqu'à un certain point, bien entendu, en fait, le corps étant adapté, ça fonctionne. Je veux dire, il y a un taux de fausse couche qui est bien plus grand que ce dont on parle. Et quand on vivait dans la nature, il y en avait probablement encore plus. Mais il y a une chose qui est indéniable, c'est que les femmes, quand elles vivaient dans la nature, devaient survivre. Elles devaient peut-être courir pour leur survie, elles devaient peut-être grimper aux arbres, elles devaient peut-être chasser, elles devaient peut-être trouver des solutions pour survivre, malgré qu'elles étaient enceintes. Et donc, le corps sait s'adapter. Ma femme a fait du sport jusqu'à plus de 7 mois de grossesse. Mon associée Amy, coucou Amy, est en train d'en faire toujours alors qu'elle est à 6 mois quelque chose. On a une membre ici qui est allée jusqu'à 9 mois, jusqu'au dernier jour. C'était un truc de fou. Et elle l'a super bien vécu et elle nous a remerciés pour ça parce qu'elle a passé une grossesse magnifique. Je ne dis pas que c'est tout rose, je dis juste qu'on peut le faire. Donc pour moi, il n'y a pas de lien direct. Par contre, tu dis que tu ne veux pas trop scaler et tout, moi je te dirais quand même d'écouter ton corps. Je sais que ce n'est pas évident à entendre, je sais que ce n'est pas évident à faire, mais écoute ton corps. Si tu penses qu'à un moment donné, il faut moins d'impact, si tu penses qu'à un moment donné, il faut moins de pression intra-abdominale, donc moins de charge, tout ça, écoute-le. Suis-le. Suis ton confort, suis ce que ton corps te demande. C'est tellement plus récompensant à long terme. Oui, à court terme, ça peut être frustrant parfois,
Je l'ai vu chez ma femme, je l'ai vu chez des femmes enceintes, je le vois maintenant chez mon associé. Parfois, c'est vrai que c'est frustrant de prendre une option, de prendre moins lourd, de se sentir moins en forme. Mais c'est probablement la meilleure chose à faire à long terme. Pas t'arrêter, mais bouger pour toi et pour ton corps et pour votre bien. Keira me demande que pensez-vous des produits laitiers et notamment des yaourts. Merci. Eh bien Keira, je pense qu'il faut que tu regardes plus mes vidéos parce que j'en parle souvent. Les produits laitiers ne sont pas un bon produit de manière générale pour l'être humain. Alors attention, il y a des exceptions, des choses que l'on digère mieux, mais de manière générale, on n'en a pas besoin. Et deux, ça pose quand même beaucoup de problèmes de santé. Certains produits laitiers sont meilleurs. Je pense par exemple au beurre clarifié, ghee, au beurre de très bonne qualité, au fromage très affiné et plutôt d'ailleurs de brebis ou de vache. Ou de chèvre, pardon, et pas de vache. Mais on n'en a pas besoin. Et deux, par rapport au yaourt, c'est clairement pas celui que je privilégierais. Un, si tu veux en prendre, prends les bio absolument. Deux, si tu veux en prendre, prends les plutôt de chèvre ou de brebis. Trois, honnêtement, envisage des alternatives végétales. Envisage les yaourts de coco qui sont très bons, qui sont nettement meilleurs pour la santé. Vérifie qu'il n'y ait pas de sucre et pas d'additifs, etc. Prends le bio. Il y a des yaourts aux amandes aussi maintenant, qui ont un goût très différent. Il faut voir ce que tu préfères. Je t'invite plutôt à trouver des alternatives, quelque chose qui te plaît et quelque chose qui sera meilleur pour ta santé que les yaourts. Je te mets dans la description de cette vidéo une vidéo où je parle des produits laitiers dans l'alimentation anti-inflammatoire. Tu auras toutes les explications et tu pourras du coup faire des choix éclairés. Martial me demande, peux-tu faire un résumé des fruits bons ou mauvais, inflammatoires ou pas, et où trouver les minéraux sans les fruits? Alors, il n'y a pas vraiment de fruits bons ou mauvais. Tout va dépendre de ta digestion pour commencer, et puis aussi du niveau d'énergie que tu veux. Quand je vais manger une pomme entière avec la peau, de bonne qualité, nettoyée, etc., ça va me donner un peu d'énergie. Quand je vais manger une banane bien mûre écrasée, ça va me donner un coup de fouet incroyable. Ça, c'est moins. Moins de fibres, plus de glucides, clairement, tac, et aussi le goût sucré qui est plus fort. Ça va me créer une plus grosse réponse sympathique, ça va me booster à fond. Donc si je veux prendre, par exemple, de l'énergie avant l'entraînement, je vais plutôt me tourner vers la banane bien mûre, tu vois. Alors que si j'ai un coaching où je veux juste une énergie un peu plus diffuse, même si elle est plus dynamique que quand je vais manger des légumes et ou des bonnes graisses, eh bien je vais me tourner vers ce genre de fruits. Ça c'est un. Inflammatoire, il n'y a pas vraiment de fruits inflammatoires à proprement parler. Par contre, on sait que pour les gens qui sont sensibles au niveau intestinal et qui ont peut-être une dysbiose, alors il va falloir faire attention aux fruits riches en FODMAPs. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je la mets dans la description. L'idée c'est que on va donc choisir ça en fonction de ça. Où trouver les minéraux sans les fruits? D'abord, principalement dans les légumes, qui sont d'ailleurs plus riches pour la plupart en minéraux que les fruits. Donc ça, c'est une des premières choses. Si on veut aller beaucoup plus loin dans la recherche des minéraux, un bon bouillon de légumes et d'os, un bouillon d'os exceptionnel pour la richesse en minéraux. Et puis, plein d'autres sources alimentaires. Je vais te donner un exemple. Là, récemment, on a ajouté du foie de veau dans notre alimentation avec ma femme. C'est quelque chose qui est particulier maintenant, alors qu'à une époque, c'était tout à fait normal. On trouve du foie de veau local, bio, c'est absolument génial. Ça coûte un peu cher, on en mange peu, mais on en mange une fois par semaine parce qu'elle a un taux de fer un peu bas. Moi, je fais beaucoup de sport, donc je peux me permettre ça sans aucun problème. Tu vois, et ça, c'est un moyen, par exemple, d'avoir une très grosse source de minéraux. Donc, il y a des choses à faire, particulièrement dans les végétaux, bien entendu, ou plutôt, devrais-je dire, dans les légumes, puisque tu parles aussi des fruits. J'espère que ça répond à ta question, mais donc dédramatise un peu les fruits et vois surtout en fonction de ce qui fonctionne chez toi en termes d'énergie et de digestion. Grégory Pierron 5, salut et meilleurs vœux à toi pour cette année 2022. Ma question est comment sécher au niveau des abdos avec le CrossFit? Comment avoir un corps bien taillé? 2 ans et demi de CrossFit, environ 3 séances par semaine et j'ai pas les résultats voulus. Alors là, il y a 2 choses, Grégory, qui sont importantes. La première, c'est que il faut probablement que tu renouvelles ton intensité. Très souvent, quand ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'on fait du CrossFit, plus ou moins 3 fois par semaine, ça veut dire parfois 2, parfois 3, eh bien, on a tendance à tomber un peu dans la routine. Il n'y a plus vraiment se challenger. Là, il va falloir que tu retrouves ce challenge. Soit toi à l'entraînement par ton mindset, soit peut-être par un renouvellement de ton programme. Typiquement, tu vas pouvoir ajouter des séances en dehors qui vont te booster, où tu vas pouvoir parler avec tes coachs et dire écoute, j'ai besoin d'un challenge, j'ai besoin d'un défi, j'ai besoin de plus d'intensité, comment est-ce que je peux faire?
Toutes ces choses-là sont hyper positives pour relancer ta progression, qu'elle soit autant en termes de niveau qu'en termes de physique. La deuxième chose, elle est évidente, il va falloir que tu travailles plus tes abdos à la salle et en cuisine. Il va falloir que tu manges différemment. C'est clairement là que ça se passe. Je t'invite pour ça à aller voir une vidéo que j'ai faite sur comment perdre la graisse du bas du ventre avec des renforts abdos spécifiques et également au niveau de la perte de poids. Tu vas trouver plein de choses très intéressantes et si tu veux des programmes spécifiques, mon programme Propulsion que je suis en train de renouveler, de vraiment faire en version 2.0 contient à la fois des conseils perte de poids, à la fois un suivi et à la fois des entraînements. C'est ce qu'on va ajouter en vidéo, donc ce sera assez puissant. Ça, tu peux aller voir pour la perte de poids de manière générale. Et puis, si c'est sur les abdos que tu veux bosser à proprement parler, en février, j'ouvrirai mon programme Abdos Recto Verso qui est mon best-seller absolu. Plus de 500 personnes l'ont suivi. C'est vraiment un tout gros programme et je suis convaincu qu'il pourra t'aider toi aussi. Donc, si tu le souhaites, va voir les liens que je te mets dans la description et tiens-toi au courant pour la suite. Asia me dit « Joyeuse fête de fin d'année Jack, merci pour la pêche que tu as, merci pour tous les conseils, recettes et motivations. So let's enjoy, profitons, stay fit, on est d'accord, et en forme tout en profitant des personnes qu'on aime, des peace, de peace and love. » Merci pour ton message Asia, c'est hyper touchant, merci pour ton soutien, merci à tous pour votre soutien, c'est vraiment encourageant, ça donne vraiment envie de continuer. Et en plus, récemment, je traverse un petit peu une petite période de doute, etc. Et le fait de tourner cette vidéo, de lire tous vos commentaires, toutes vos questions, j'avoue que ça me remotive à fond. Donc sincèrement, merci. Et attendez-vous du coup à beaucoup de très bonnes vidéos et des programmes de ouf. On est en train de tout révolutionner de ce côté-là. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Amaury me dit « Salut Jack, déjà bonne année à toi. Je voulais savoir comment gérer une défaillance hormonale comme l'hypothyroïdie avec son alimentation et entraînement et même le rythme de vie en général. Merci Jack. » Amaury, je suis passé par là. Je pense que l'hypothyroïdie n'était pas la seule chose qui me posait problème, mais j'ai connu les conséquences de l'hypothyroïdie. Particulièrement chez moi, la fatigue et la dépression, c'était terrible. Et comment gérer ça? Eh bien, il y a plusieurs plans d'action que moi je te donnerai. Le premier, évidemment, c'est dans un premier temps de tamponner. Si tu dois prendre des hormones, si tu dois prendre de l'iode, si tu dois prendre… Voilà, tamponne le problème. Ça, c'est la première chose. Reste pas avec ça sans rien faire. La deuxième chose, c'est adapte ton rythme de vie en sachant que tu vas être un peu plus fatigué. Donc, adapte tes entraînements, adapte ton sommeil, sois certain de mettre une grosse priorité à ton sommeil. Et quand tu te sens un petit peu plus down, un petit peu déprimé, revois tes objectifs et ton pourquoi. Revois dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps, pourquoi tu as quand même envie d'avancer, pourquoi tu as quand même envie d'avoir une belle vie, même si tu es un peu déprimé. C'est hyper puissant. Prends le temps de noter ça, prends le temps de le penser, de le visualiser et tu vas voir que ça va te maintenir le cap. Ensuite, soigne ton alimentation de manière radicale. Je t'invite à adopter une alimentation anti-inflammatoire stricte. Je sais que ce n'est pas marrant, mais ça fonctionne. C'est comme ça que moi j'ai soigné mon ventre et je te recommande de faire pareil, bien entendu. J'ai parlé de l'alimentation anti-inflammatoire et des concepts de base dans une vidéo qui est dans la description. L'idée, ça va être d'enlever ce qui crée tes problèmes d'intestin, ce qui crée de l'inflammation, même si elle est silencieuse, même si tu ne la ressens pas particulièrement. Je t'invite à attaquer ça et à voir les bénéfices au fur et à mesure. Toutes ces choses-là vont t'aider à tenir le coup. Ton entraînement, tu mets de l'intensité quand tu te sens bien, tu diminues l'intensité quand tu te sens fatigué et tu mets une grosse priorité sur ta récupération et ton sommeil comme je le disais. Fais toutes ces choses-là, tu vas vivre beaucoup mieux dans l'immédiat et surtout, à très long terme, tu vas pouvoir complètement révolutionner ta vie. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je suis toujours en train de faire et c'est ce que je te souhaite. Love Mom DJ me dit « J'ai suivi tes vidéos sur l'alimentation avec glutamine et l'arrêt du gluten et ça m'a beaucoup aidé. Bonne année. » Merci pour ce message, bravo à toi d'être passé à l'action et je suis très content de t'avoir aidé. On reçoit des dizaines de messages comme ça et à chaque fois, ça nous fait super plaisir. Tant et si bien qu'on a décidé de faire un onglet témoignages sur le site. Ça va arriver avec tous vos commentaires comme ça et on va même afficher ici à la box ceux qui nous auront le plus touchés. Donc merci pour ces témoignages. C'est vraiment un souffle, une motivation, un booster incroyable. Donc merci pour ça. Soleil 1899
me dit coucou et bonne année à toi et plein de projets pour l'année 2022. Merci beaucoup, c'est ce qui est prévu. Je souhaite savoir si vous allez remettre le programme à Abdo. Merci, oui, le programme Abdo Recto Verso sera disponible en février. Si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, parce que c'est souvent là que j'en parle, vous pouvez cliquer sur un lien qui est dans la description pour télécharger mon guide anti-inflammatoire ou cliquer sur le lien newsletter. Dans les deux cas, vous serez inscrit à la newsletter. Vous pouvez vous désinscrire en un clic, c'est super facile, tout est gratuit et je donne les infos sur les programmes que j'ouvre, que je ferme, etc. Donc c'est l'occasion pour vous d'être tenu au courant. Donc pour toi aussi, Soleil 1899. Lady Sekhmet me dit, ça fait longtemps qu'elle me suit elle. J'imagine que c'est elle. Hein. Moi j'ai juste envie de savoir comment tu vas, qu'est-ce que tu retires de 2021 et vers quoi tu tends à présent. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé. Mais les 3 barres muscle up plus dunk propre, ça m'inspire. J'ai fait une petite story là-dessus et juste pour le fun, on va vous la mettre quelque part. Je me suis fait un petit challenge,